Bonjour, bonjour, bonjour à tous les visiteurs de ma chaîne, bienvenue au nouveau et merci d'avoir visionné les autres vidéos. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la communication et pas de n'importe quelle communication, la communication bienveillante. Tout le monde sait que actuellement on parle de communication professionnelle, personnelle, interpersonnelle, ascendante, descendante, orale, écrite, etc. Mais la communication bienveillante, elle vient en fait de Marshall Rosenberg qui, dans les années 60 ou 70, je ne sais plus, dans les années 60, non, Marshall Rosenberg qui, lui, a étudié le comportement des gens et la communication même entre des États, entre les couples dans les familles où il y avait des conflits. Et il a observé et a constaté le manque de bienveillance dans la communication. Et il a inventé ou bien il a étudié un processus qui permet à tout un chacun, si il le maîtrise, de créer une ambiance autour de soi, de sérénité et de bienveillance et bien sûr de pouvoir avancer dans la vie et éviter les conflits. Alors, dans toute situation de communication, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que devons-nous faire avant? Nous devons nous poser les bonnes questions, selon la méthode que l'on enseigne dans les écoles, qui est les 3 culons au CP, à savoir les 3 culons, c'est qui parle à qui, etc., tout ce qui concerne les acteurs. Le quoi, c'est la thématique, de quoi est-ce qu'on parle. Le O, c'est le lieu de la communication qui est très important aussi. Le comment, c'est la manière avec laquelle on transmet notre message. Et enfin, le pourquoi. On se pose les questions de la manière suivante pour obtenir quel résultat? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds dans cette situation de communication? Qui sont les acteurs de cette situation? Et quel est l'intérêt? Je veux arriver à quoi? Ceci doit être réfléchi, exprimé clairement dans la tête de celui qui va prendre l'initiative de transmettre un message. Alors, rappelons les éléments constitutifs de la communication. Il y a 5 éléments qui sont les piliers. On a l'émetteur, c'est celui qui est porteur du message et c'est celui qui a une intention de communication, à savoir est-ce qu'il veut transmettre une information, ajouter des explications, persuader ou convaincre, mettre en garde contre quelque chose. Donc l'émetteur est le porteur du message et il a une intention derrière. Ce message va s'adresser à un destinataire. Donc, comment je vais concevoir mon message pour que je puisse avoir le bon feedback, la bonne réaction, le retour attendu du destinataire. Donc, on va avoir l'émetteur est un élément, le deuxième, c'est le destinataire, le message étant le troisième. Alors, ce destinataire comprend certains codes. C'est-à-dire, quand on parle de code, on parle de langue. S'il parle français et moi aussi, s'il parle chinois, mais moi non. Donc, moi l'émetteur, moi le porteur du message, je dois trouver le bon code, le code adapté à mon destinataire, c'est-à-dire la langue qui lui est adaptée. Ensuite, je dois choisir le canal. Le canal, c'est la locomotive qui porte le message. Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est l'Internet? Est-ce que c'est un message en direct? Donc tout ça entre en jeu. Et avant tout ça, dans un niveau très élevé, qui doit être au-dessus, c'est le référent. L'émetteur qui, lui, doit transmettre un message et obtenir une réaction du destinataire doit prendre en compte le référent culturel du destinataire et le référent social du destinataire et le référent aussi intellectuel du destinataire. Sinon, il y aura blocage, il y aura peut-être réaction inattendue et il y aura incompréhension. Donc, il n'y aura ni communication, ni communion, ni mise en commun. Cette situation de communication est nécessairement dans un ancrage spatio-temporel. Le temps est important
du message, le moment où on va transmettre le message, et l'espace est important. Un exemple très simple, un employé ne peut pas demander une augmentation de salaire dans un parking lorsqu'il croise son patron, son directeur, à la sortie des bureaux. Donc, pour avoir gain de cause et pour pouvoir discuter de promotion, il y a une autre façon de faire et il faut prendre rendez-vous et c'est dans des horaires de travail et c'est à travers une secrétaire et c'est dans des bureaux. Ce que nous devons retenir aussi, c'est que le message, il passe à 7% uniquement quand il est verbal pur. Le verbal ne fait passer que 7% du message. Le non-verbal fait passer 55% du message. Et le paraverbal, 38% du message. Donc nous devons travailler plus sur le non-verbal et le paraverbal que sur le verbal pur. Observons quand on parle de non-verbal, qu'est-ce qu'on veut dire? Et la communication non-verbale nécessite à elle-même plusieurs vidéos. Il faut travailler la voix, le débit, l'intonation, tout ce qui concerne la mélodie de la voix, la gravité ou pas de la voix, etc. Le corps, on parle de la posture, on parle de comment on bouge, la gestuelle de la personne. Il doit y avoir une harmonie entre tout ça. Et le corps doit être au service du message. Bien entendu, la physionomie, l'aspect extérieur vestimentaire, le visage, l'expression faciale est très importante et le regard, lui, joue un rôle primordial. Quand une personne est traitée de manque de sincérité ou de hypocrisie, c'est parce que le corps ne va pas avec les paroles. Donc le corps, il dénonce les intentions quand la personne essaie de cacher quelque chose. Alors, vers une communication bienveillante, en sachant les bases et les éléments constitutifs de la communication en général, on va aller vers la communication bienveillante ou la communication non violente. Je me rappelle l'histoire de ce professeur qui vient d'être recruté dans une université, je pense aux États-Unis, et son premier cours, il rentre dans l'amphi, il salue ses étudiants, il commence à présenter le programme de l'année ou bien les modules qu'il va travailler avec eux, et en levant sa main, les étudiants constatent qu'il porte une montre de petite fille, une montre rose. Les réactions étaient vraiment imprévisibles et étaient vraiment assez agressives et violentes. Il y a ceux qui ont commencé à se moquer du professeur, etc. Il ramasse ses affaires et il sort et le message est transmis dans toute l'université et l'histoire de la montre de ce professeur est devenue très célèbre et très connue. Un des membres de la famille de ce professeur a pris connaissance de ce qui s'est passé et a dévoilé le secret de cette montre de petite fille que, en fait, il s'agit d'un souvenir que lui a laissé sa fille quand elle a été décédée suite à une maladie très grave. Donc, imaginons la réaction des étudiants en apprenant ça, les sentiments qu'ils peuvent ressentir et lui-même les sentiments qu'il a pu ressentir lors de la foudre qu'il a reçue bien au visage. Donc, si nous voulons développer la communication bienveillante ou non violente, il faudra éviter, grâce au processus de M. Rosenberg, les sentiments de la honte. Une personne qui essaye de vous faire dire que, par exemple, je ne savais plus où me mettre, j'avais honte, donc c'est que vous avez été victime de violence. La culpabilité, tout message ou tout interlocuteur qui vous pousse à la culpabilité
par exemple, des parents qui disent à leurs enfants, c'est à cause de toi que je suis tombé malade, c'est à cause de toi que je prends des médicaments antidépresseurs, etc. La culpabilité, elle aussi, elle laisse des séquelles très importantes dans l'esprit de tout un chacun. Le sentiment de l'humiliation. Toute personne qui se sent humiliée dans une situation de communication peut, bien entendu, euh, l'humiliation, la honte et la culpabilité peuvent provoquer des réactions très agressives et parfois incontrôlables. Donc, grâce à la communication non violente, grâce à sa pratique, on va pouvoir peut-être éviter de ressentir ou de faire ressentir à notre environnement ces trois sentiments désastreux. Alors, la communication non violente en 4 étapes. D'abord, on parle en fonction du corps humain. On va dire que la première étape, elle se situe au niveau de la tête. Et il s'agit en fait de la capacité à observer des faits. C'est-à-dire, on ne va pas juger, on va observer ce qui se passe. On va parler de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. La partie thoracique ou la partie de la poitrine, là où il y a le cœur, on va parler des émotions. La première étape, observer des faits. La deuxième étape, exprimer ou bien identifier avant d'exprimer ses émotions et ses sentiments. La troisième étape, c'est exprimer ses besoins. Donc, quelqu'un qui a un ressenti, il est triste, ou il est en colère, ou il est, quel que soit le sentiment qu'il a ressenti, ce sentiment-là, il vient d'un besoin non identifié, qu'il n'a pas pu ni identifier ni nourrir. Donc, on récapitule, quand tu observes un fait, tu dois te poser la question, quel est le sentiment que cela a provoqué? Et ensuite, pourquoi ce sentiment est si fort, si intense? Quel est le besoin? Et le besoin se situe au niveau de l'abdomen, c'est-à-dire au niveau du ventre. Le besoin qui n'a pas été nourri, qui a provoqué ce sentiment. Et enfin, quand on a su dire ce qui ne nous a pas plu, le sentiment que ça a déclenché chez nous et le besoin qui n'a pas été nourri chez nous, nous pouvons formuler une demande ou bien entreprendre une action ou bien une stratégie et essayer d'éviter que ça ne se produise plus. La demande ne doit pas être une exigence, c'est-à-dire je te demande de faire telle chose, mais si tu me dis non, je ne veux pas ou je ne peux pas ou n'importe, je dois être capable de comprendre cette, cette, cette réaction. Et je ne dois pas prendre comme une insulte ou comme une humiliation. Donc, récapitulons les 4 étapes dont parle Marshall Rosenberg, sont l'observation des faits. Deuxième étape, au niveau des sentiments, c'est l'identification et l'expression des sentiments, de manière à les exprimer clairement et non pas de manière masquée ou blasée. L'expression des besoins, parce que ce sont ces besoins-là qui n'ont pas été nourris, qui ont provoqué ces sentiments négatifs. Et enfin, pouvoir exprimer une demande. Je vais faire très bientôt une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer toutes ces étapes en détail. Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt. N'oubliez pas que les likes et le fait d'apprécier la vidéo m'encourage énormément. Merci à vous tous.